Voilà, bonsoir à tous. Nous allons donc débuter le conseil communal du mois d'octobre. Et c'est donc moi qui le présiderai puisque notre président est absent aujourd'hui, ainsi que, j'essaie de réunir un peu mes idées, Mélanie Motte, Monsieur Houbot également, je pense que c'est tout, et Maxime Sommeville. Voilà, pour les excuses. Nous allons commencer le premier point, et oui Pierre. Nous allons commencer le premier point avec la participation dans les sociétés de droit public ou privé, avec le point 1, l'Assemblée générale extraordinaire du 8 novembre pour la coopérative Notre Avenir. Il est demandé donc d'approuver l'ordre du jour, les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale qui se tiendra le 8 novembre 2024, de prendre acte des procès-verbaux, la proposition également de la modification statutaire de la coopérative, et de charger le collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, Madame Léger. Sur quoi porte la modification statutaire de la coopérative, s'il vous plaît? C'est la mise en conformité par rapport au Code des sociétés. Merci. Voilà. Passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? OK, unanimité. Nous passons donc maintenant à la modification budgétaire numéro 2 de l'exercice 2024 pour les services ordinaires et extraordinaires. Vous avez donc reçu les deux modifications budgétaires. C'est vraiment des modifications par rapport à des coûts en supplément ou en déduction. C'est vraiment une régularisation. Il n'y a pas de grande surprise, mais je suis évidemment là pour répondre à vos différentes questions, s'il y en a. Oui, Madame Iger. Justement, pour la modification budgétaire numéro 2, sur quoi porte-t-elle et quels sont les ajustements? Laquelle, ordinaire ou extraordinaire? La oui, pardon, extraordinaire. Pardon. Extraordinaire, vous avez les différents postes. Voilà, ordinaire, c'est vraiment des modifications par rapport à des factures que nous avons reçues. Suivant les postes que vous avez, des ajustements, donc parfois 50 € en plus par rapport à une facture ou moins 100 € de l'autre côté. L'ordinaire, c'est vraiment des petites choses. L'extraordinaire, bien, ça dépend des projets. Il y a des projets où nous avons eu évidemment parfois des mauvaises surprises au niveau des factures. Nous avons ajouté parfois un montant un peu plus conséquent. Ou tout simplement aussi une diminution. Mais si vous avez des questions bien précises, ce sont vraiment les projets qui sont portés à l'extraordinaire. C'est plutôt sur les gros projets, quoi. Oui, monsieur Renotte. Bien, en fait, il y a un projet à l'extraordinaire que tout le monde attend évidemment depuis des années. Et je pense que vous-même et tout le monde en a parlé au niveau des élections. C'est évidemment la liaison cycliste. Qu'est-ce qui est encore prévu cette année en dépenses? Parce que je n'ai pas vu de nouvelles dépenses. Mais non, cette année-ci, c'est des ajustements. Donc, ce qui sera prévu, ce sera dans le budget 2025. Oui, mais enfin, il y aura voilà. Mais ici, pour le moment, le montant est suffisant, puisque nous sommes pour le moment dans tout ce qui est négociation et achat. Évidemment, comme vous voyez, ça prend du temps. Nous ne passons pas par l'expropriation. Madame Léchevin peut expliquer le projet. Nous passons évidemment avec des actes, à l'amiable avec les différents agriculteurs. Entre Noville et Fortville, nous sommes déjà, je pense, bien loin. Il reste entre Noville et Franc-Waret, mais là, on est déjà propriétaire de pas mal d'endroits au niveau du vicinal. Je ne sais pas si Madame Léchevin... Oui, et l'auteur de projet aussi. Oui, l'auteur de projet qui a été désigné va faire un projet qui va être soumis à la CLDR avant d'être soumis au collège. Donc il y a encore quelques étapes pour avant qu'on puisse faire d'autres dépenses cette année. S'il n'y avait pas eu lieu d'avoir quelque chose encore sur cette année, la réponse est non.
Non. Non, voilà, la réponse est non. Merci, c'est bref. Pardon, Monsieur Anquet. Je suis dans les dépenses de l'extraordinaire. Oui, Achat de mobilier, donc plus 30 000. On dit Oui. bien que c'est la pour fabrique, la maison multiservice. tout à fait. Où est-ce qu'on était mettre ça dans le registre des cultes? Attendez, vous êtes où? Oui, je m'en doutais, mais Oui, parce qu'en fait, voilà, c'est l'équipement de l'ancien presbytère. Donc on le met dans cet article budgétaire-là. Je vois plus 30 000. je suppose qu'à un moment donné, on va arrêter. C'est une de considérer diminution, que c'est un pardon, presbytère, c'est c'est plus un une diminution. presbytère. Oui. Oui, 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 il y a un bail amphithéotique. Hein. Mais c'est pour que l'Ampère y vienne. Et attention, c'est une diminution. Hein. C'est Oui. pas une augmentation. Hein. Oui, mais même c'était sur le. Oui, oui, c'était sur fait de le mettre fond, l'article voilà. budgétaire Il faut toujours contre les yeux. dans une rubrique curieuse. Ça va, j'ai pas mis le micro. Et Louis, j'ai pas mis le micro. Voilà, est-ce que nous pouvons passer au vote? Alors là, ce sera un vote nominatif. Oui, non ou abstention. Je pense, Madame la Directrice Générale, que je dois faire les deux séparés. Ou je peux faire les deux modifications en main ensemble. Les deux ensemble. Pas mis le micro. Ok. Monsieur Permigano. Oui. Madame Igé. Oui. Monsieur Matagne. Oui. Monsieur Leloup. Oui. Monsieur Lambert. Oui. Madame De Smet. Oui. Monsieur Huberti. Oui. Monsieur Anquet. Oui. Monsieur Renot. Monsieur Renot. Ah, pardon. Excusez-moi. Monsieur Oubot n'est pas là. Monsieur Targé. Oui. Madame Javot. Oui. Monsieur Delatte. Oui. Monsieur Dethiers. Oui. Madame Paradis. Oui. Et moi-même, oui. Unanimité. Nous passons donc au point suivant, qui est le règlement relatif aux centimes additionnels au pré... Non, on peut faire les deux en même temps. J'ai... Tout à fait. J'ai demandé, monsieur Renaud. Donc nous sommes au point 3, règlement relatif aux centimes additionnels au précompte immobilier, exercice 2025. Nous vous proposons de garder le même montant que l'année dernière, c'est-à-dire 2500 centimes additionnels au précompte immobilier, pas d'augmentation et pas de diminution. Nous regardons la même chose. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Nous passons au point 4, taxe additionnelle sur l'impôt des personnes physiques, exercice 2025. Nous proposons également de garder le même pourcentage, c'est-à-dire 7,5. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Nous passons donc maintenant au point 5, l'arrêt du taux de couverture du coût-vérité pour l'exercice 2025. Vous n'êtes pas sans savoir que nous devons absolument employer le coût-vérité au niveau des déchets. Nous devons nous situer entre 95% et 110%. Donc nous avons dû recalculer les différents taux et nous vous proposons d'augmenter la taxe à la vidange, évidemment quand elle est payante. Donc, nous avons d'abord les vidanges qui sont octroyées de manière gratuite. Je pense que c'est 6, monsieur Dethiers, si ma mémoire est bonne. Et ici, au lieu de 2,75, nous vous demandons de passer à 3 € pour arriver à 97% du coût vérité. Et au niveau du poids, au lieu de 0,30, passer à 0,37. Tous ces calculs ont été réalisés par notre directeur financier pour pouvoir suivre le coût vérité demandé par le BEP. Et nous travaillons sur, évidemment, le pollueur-payeur, plutôt sur la quantité de déchets pour, évidemment, essayer de solliciter le tri le plus efficace au niveau des ménages. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur Renot. Est-ce qu'on a un nombre de personnes qui ne mettent rien, qui ne payent rien au poids? Puisqu'en fait, on a un certain nombre de kilos gratuits. Ce serait intéressant d'avoir l'information. Vous l'avez pas? Oui, nous avons toutes ces informations-là. Évidemment, je ne les possède pas ici, mais je peux Ça me ferait plaisir de savoir. poser les questions. Parce que moi, j'ai eu la surprise, l'année passée, de n'avoir rien. Je dis, mais il y a une erreur. Mais vous triez bien, monsieur Renot, c'est très bien. Voilà.
Voilà. Oui, Oui, Madame la bourgmestre, Madame la présidente. Je vois que vous avez lié le point 5 et 6. Alors, je me permets d'intervenir sur le point 6. non, j'ai parlé du point 5 d'abord. Mais déjà, la taxe communale annuelle sur la collecte des déchets ménagers, vous en avez déjà parlé. On Oui. passe de 2,75 à 3 pour la Oui. vidange et de 0,30 à 0,37 par kilo Oui. pour la taxe au poids. C'est plus 8%, mais ça correspond aux coûts-vérités qui augmentent de 8%. Tout à fait. Oui. Mais ma question est la suivante. Oui. Dans les GLU, que dans les projets du nouvel exécutif de la région wallonne, on envisage que la gestion des déchets soit facturée directement par l'intercommunal aux citoyens. Ça m'étonne parce qu'une perception d'une taxe par une intercommunale, je ne sais pas comment, si c'est possible. Est-ce que vous en savez plus sur ce projet de l'exécutif de la région wallonne, donc en matière de perception directe par l'intercommunal? J'ai lu ça dans l'avenir, moi. Oui, non. Oui, je vais demander à Vincent de On n'a répondre, pas puisqu'il fait encore partie eu du CR. d'informations à ce sujet, même au comité d'avis de BEP Environnement. On n'a pas encore abordé ces sujets. Le dernier sujet qui avait été abordé, c'était la possibilité, pas au niveau truc, mais c'était au niveau des puces électroniques et du remplacement des puces électroniques des bacs. Il était proposé aux communes de passer directement par le BEP, c'était plutôt ça, pour que le BEP soit propriétaire des conteneurs et remplace tous les conteneurs sur Fernelmont. Et pour ça, il fallait que toutes les communes choisissent, on avait le choix entre les communes qui voulaient conserver la mainmise sur la vente des conteneurs et les communes qui voulaient mutualiser le tout et passer par l'intercommunal, mais il fallait que tout le monde choisisse l'intercommunal, ce qui n'a pas été le cas. Il y avait beaucoup de communes qui ont choisi de conserver encore la mainmise sur la vente des conteneurs, ce qui fait qu'on a abandonné le sujet. Le choix sera de garder ça en gestion propre. Ah ben, non, nous avions fait le choix, puisqu'il fallait, Fernelmont était dans les premières communes à avoir utilisé le conteneur à puce. Le taux de remplacement sur Fernelmont était très élevé, était de plus de 70% des conteneurs qui devaient être remplacés, ou en tout cas, on devait remplacer la puce. Et donc, nous avions choisi de dégager ce service-là du personnel et de le remettre, mais malheureusement, ça n'a pas été le choix. Mais maintenant, je comprends mieux. Donc, s'agissant de la perception d'une redevance pour les containers, ok. Mais ce serait la perception d'une taxe. J'imagine mal que ce puisse être exécuté par une intercommunale plutôt que par la commune. Voilà. Mais donc là, ici, c'était la possibilité des conteneurs. Yes. Merci beaucoup, Monsieur Léchevin, pour cette explication. Nous allons donc passer maintenant au vote, qui est pour le taux de couverture du coût-vérité, tel que proposé à 97,10 au point 5. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Et donc, puisqu'il est vrai que j'ai lié le point 5 avec le point 6, nous passons directement au vote par rapport à celui-ci. Voilà, nous sommes au point 6, sauf si vous avez encore d'autres questions. Qui est pour le point 6? Contre? Abstention? Parfait. Alors, fabrique d'église, nous sommes donc au point 8. Ah pardon, il y a le 7. Je vais un peu trop vite. Ah oui. Donc voilà, nous avons donc ici une nouvelle taxe. Nous la passons maintenant puisque nous l'avons déjà reçue voici quelques mois, mais on préférait mettre toutes les taxes en même temps. Donc c'est la taxe, vous savez qu'il existe déjà la taxe sur le changement de prénom, suivant certaines demandes au niveau des citoyens. Nous avons maintenant la taxe sur les demandes de nom de famille et nous vous proposons de garder, d'avoir le même taux que pour la taxe sur les prénoms, c'est-à-dire 490 €. Monsieur Lambert. Oui. Mais ce point nous a étonnés dans le sens suivant, c'est que par décision du Conseil communal du 28 octobre 2021, au point numéro 31,
Donc on avait déjà voté cette redevance, c'était une redevance, une taxe, relative aux demandes de changement de prénom. Et cette redevance couvrait les exercices 2022 à 2025. Oui, mais ici, c'est le nom de famille, monsieur. C'est les noms de famille, ce ne sont pas les prénoms. De famille. C'est les noms de famille ici. Il n'empêche qu'à l'époque, nom et prénom, n'empêche qu'à l'époque, donc concernant les prénoms, hein, la taxe était limitée à 49 € si le prénom est ridicule ou odieux, s'il prête à confusion, si on modifie uniquement un trait d'union, etc. Donc là, c'était limité à 49 €. Je trouve que même s'il s'agit maintenant pour les noms de famille, il y a aussi des noms de famille qui pourraient être odieux, prêter à confusion, etc. Et donc, nous suggérons que cette taxe de 490 € puisse être aussi limitée à 10%, soit 49 €, si le nom de famille est odieux, prêt à confusion, etc. Je pourrais vous donner des exemples de noms de famille qui sont un peu limites. Ici, nous n'avons pas la possibilité de le faire, c'est une recommandation de la région de Wallonne. Recommandation. Oui. Recommandation. C'est une taxe, c'est pas une redevance. C'est la différence. Et donc, nous avons pris nos renseignements même au niveau des autres communes, exemple Jean-Blou, enfin d'autres. C'est bien 490 € dans l'ensemble des communes. Donc on n'a pas le choix. Voilà. Mais j'entends ce que vous me dites, hein. Je peux entendre. Oui, voilà. quand le nom de famille s'appelle Connard. Mais, oui, ça va. Moi, je suis Connard. Moi, mon grand-père, c'est Camille Connard depuis toujours. Tonard. Voilà. Mais moyennant 490 €, il a la possibilité d'en changer. Hein. Oui, en fait, ça demande aussi beaucoup de travail administratif. C'est aussi quelque part pour dissuader ceux qui sont un petit peu entre les deux et qui veulent changer de nom de famille. Voilà, simplement par une envie, quoi. Voilà. Je peux comprendre que c'est un certain prix, mais ça demande aussi énormément de travail administratif pour notre administration derrière aussi. Voilà. Oui, et de Oui, les conséquences juridiques ne sont pas les mêmes. Enfin, elles sont plus lourdes. Voilà, on va passer au vote. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Ben, si on n'a pas le choix, c'est oui. Hein. C'est comme... Vous pouvez vous abstenir. Hein. Quand quelqu'un est anobli, il doit changer son état civil. Quand quelqu'un est anobli par le roi, Oui. il va devoir payer 490. Et oui, il payera 490. Hein. Ben, il fallait le dire avant, mais sur avant le vote. Hein. C'est bientôt votre cas. Pas osé poser la question, monsieur Lambert. En tant que présidente, je n'ai pas osé. Alors, nous allons maintenant passer au point 8, au budget de l'exercice 2025 de l'Église protestante de Seille. Sur avis de notre directeur financier, il en ressort qu'il répond évidemment favorable par rapport à ce budget, qu'il n'y a pas de modification cette année par rapport aux autres années, donc ils ont travaillé un peu plus dur. Donc on vous demande d'émettre un avis favorable. Est-ce qu'il y a des questions? On espère que ça continuera dans le bon sens. Voilà, l'espoir fait vivre. Qui vote pour? Contre? S'abstient? Unanime. Ah, il me semblait bien, abstention. Oui, mais c'est toujours pour des questions de principe. Oui, mais voilà, mais j'attendais votre bras levé. J'attendais votre bras levé. La fabrique d'église de Pontillas, réformation par rapport à quelques petites modifications au niveau des articles et quelques montants également. Y a-t-il des questions? Ok, qui est pour? Contre? Abstention 2. Fabrique d'église de Cortilodon, la même chose.
Y a-t-il des questions pour approbation? Le budget 2025, qui est pour? Contre? Abstention? 2. Je m'y perds. Fabrique d'église de Marchauvelette. Là, c'est une prorogation du délai de tutelle. Qui est pour? Contre? Abstention? Je dis un point, non. Oui, c'est après. Donc, 12, fabrique d'église d'Amptine, réformation également pour le délai d'1 mois, qui est pour, contre, abstention 2. Et nous arrivons donc maintenant aux intercommunales, avec l'intercommunale Image, avec l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 25 octobre 2024. 25 novembre, pardon, novembre, je m'y perds dans les mois, novembre 2024. Approbation des points portés à l'ordre du jour. Donc on vous demande d'approuver les points portés à l'ordre du jour. Le plan stratégique, évaluation, l'indexation de la participation financière pour les affiliés. Il y aura également en point 3 les budgets 2025. Démission et désignation des représentants pour l'Assemblée générale, approbation du PV de l'AG qui s'est tenu le 17 juin 2024. Voilà, donc on charge les délégués de l'Assemblée à se conformer à la volonté exprimée par le Conseil communal qui se tient aujourd'hui. Qui est pour? Contre? Abstention? OK. Nous allons maintenant à l'intercommunal IMIO, le 5 novembre 2024. Également l'approbation des points portés à l'ordre du jour de cette Assemblée générale. Qui approuve? Pour? Contre? Abstention? Nous passons maintenant à INACEP avec l'approbation des points de l'Assemblée générale ordinaire du 20 novembre 2024. Oui, c'est le moment des assemblées générales. Donc, qui est pour? Contre? Abstention? OK. Et nous passons maintenant au patrimoine. Oui. Micro. Oui. Comme administrateur des BEP Expa, j'ai été amené à me prononcer sur l'ordre du jour pour les assemblées, et toutes les assemblées générales de toutes les BEP ont été approuvées. Vous n'avez encore rien reçu? On vient de le recevoir maintenant, donc ce sera porté à l'ordre du jour du prochain conseil. Ouais, c'est très juste par rapport. Il faut qu'il l'envoie à temps. Voilà. Nous, on a un délai pour envoyer au conseil communal, donc voilà. Ouais, sauf qu'on peut faire un point supplémentaire. Patrimoine, point 16, donc vente du presbytère d'Antine, les choses avancent. Madame Leschfine. Oui, donc le presbytère d'Antine avait été mis en vente avec un prix, au prix minimum de 315 000 €, suivant la procédure donc de vente publique par système d'offres. Et donc, nous vous proposons d'approuver le projet d'acte de vente pour un prix de 412 000 €, donc du bâtiment et des parcelles de l'ensemble. Et donc, conformément à la proportion qui avait été établie entre la commune et la fabrique, il y a un montant de 190 000 € qui revient à la commune sur la vente. Y a-t-il des questions? Monsieur Lambert. Non, je n'ai pas de questions. Donc, comme vous dites, le dossier avance, vraiment avance. Bon, ça a duré longtemps, mais enfin, soit. Mais bravo, le prix de vente est au-dessus du minimum que l'on s'était fixé. Donc, on a quand même un budget pour reloger le prêtre, puisque c'était une exigence de l'évêché. Qui approuve le projet d'acte? Pour, contre, abstention, unanimité. Alors, environnement, monsieur Leschfin, avec le point 17, démarche zéro déchet 2025. Oui, mais donc on poursuit la démarche zéro déchet. On vous demande de nous donner l'autorisation de la poursuivre. Ça nous permet d'obtenir des subsides supplémentaires de 50 cents par habitant et de mettre en place des mesures tant au niveau de l'administration que des mesures de sensibilisation pour la population au niveau de la gestion des déchets. Y a-t-il des questions, Madame Iger?
Oui, en fait, tout simplement, est-ce que le rapport du comité de pilotage est censé avoir été institué? Le rapport. Non, c'est un compte-rendu interne des réunions au niveau du comité de pilotage, mais ce n'est pas un rapport. Maintenant, on pouvait en disposer. Pas vu dans le dossier lors de... Ah, mais donc, en fait, c'est comme c'est le BEP qui gère ça, c'est au niveau du BEP et de la personne ressource mise à disposition de Fernelmont que se situe ce rapport-là. Il suffit de lui envoyer un mail et vous avez les informations sur ce qui a été mis en place, les projets qui ont été auxquels la commune a répondu et ce qui est prévu dans l'avenir. Ok, nous passons donc... Ah, oui, Monsieur Renotte. J'étais sage, j'attendais. Oui, oui, c'est très bien. La note précise, et on s'en réjouit, d'une augmentation de subsides, manifestement. Mais quel est le coût hors subside qui reste à la commune? Ici, pas dans la note. Ici, c'est un subside. On reçoit sur des actions. Chaque commune reçoit normalement 30 cents, l'équivalent de 30 cents par habitant. Ici, ça nous permet d'augmenter de 50 cents et de monter jusqu'à 80 centimes par habitant pour la mise en place des mesures. Mais donc, en général, on utilise toute l'enveloppe. Hein. Oui, mais attends. Ça veut dire quoi, l'enveloppe totale? Ça veut dire quoi, le coût total? Je me réjouis qu'on ait 80 centimes, mais on voudrait bien savoir quel est le coût total et ça va dire quoi qui reste à charge à la commune. Non, c'est un coût. Il ne faut pas voir ça comme un coût. Il faut voir comme un subside que l'on reçoit pour des actions, comme au niveau, par exemple, biodiversité, où on a une enveloppe. Si on répond à certains critères, on a une enveloppe, et dans cette enveloppe-là, on peut faire rentrer différents projets et bénéficier du subside. Ce n'est pas... voilà, on choisit des actions, et les actions qu'on a mises en œuvre, on a pris à chaque fois un peu de ce budget-là au niveau communication et au niveau action. Oui, mais c'est quoi l'enveloppe maximale qu'on peut avoir? Eh bien, 80 cents par habitant. Oui, mais... 30 cents par habitant. Si tu fais des actions, etc., ton enveloppe générale au niveau, tu vois, des actions que tu mènes avec ton éco-team, ça représente... Ça couvre 100%, c'est ça que j'ai dit, ça couvre 100% de ce qu'on reçoit maintenant, de ce qu'on a à disposition. C'est un pot, voilà, et on va se servir dedans pour les actions. Donc on reçoit 6 400 €. Et on dépense 6 400. À peu près, voilà, c'est ça. Oui. Voilà. En gros, c'est ça. Comme on a 11 000 € pour la biodiversité, et donc on peut aller pomper dans ce pot-là pour des actions qui sont éligibles à ce subside-là. Voilà, merci. Contre, abstention, ok. Affaires générales. Donc l'assurance collective hospitalisation, nous sommes au point 18 du service fédéral des pensions. Donc on vous demande en fait d'adhérer au nouveau contrat cadre. Nous avions un ancien contrat cadre, nous avons maintenant un nouveau contrat cadre de 2026 à 2031. Qui est évidemment une très bonne chose pour tout le monde. Oui, pour lequel on ne connaît pas encore quelle va être la compagnie d'assurance. Non. Puisqu'il y a un marché public bien sûr. européen. Tout à fait. Tout à fait. C'est écrit dans le point. Je pense qu'il va y avoir des surprises peut-être. Parce que c'est comme c'est un marché, comme il y a quand même énormément d'assurés. Tout à fait. Ça pourrait intéresser des compagnies qui ne sont pas belges. Mm-hmm. Oui. Alors on vous propose d'adhérer au contrat cadre qui est pour... Contre, abstention. Nous arrivons déjà maintenant au point enseignement, Madame Leschfine, avec la fixation de l'encadrement de l'enseignement maternel au 1er octobre 2024, Fernelmont 1. Alors, pour Fernelmont 1,
en fonction du nombre d'élèves au 30 septembre 2024, nous avons 6 emplois et demi en primaire et en 2023, nous en avions 5 et demi. Donc un emploi supplémentaire. Pardon, j'ai oublié mon micro. Est-ce qu'on est d'accord de ratifier la délibération prise par le collège communal au 1er octobre 2024, qui est pour? Contre, abstention, ok. Nous passons donc maintenant à Fernelmont 2, Madame Leschwin. Alors, pour Fernelmont 2, au 1er octobre 2024, nous avons 6 emplois et demi et nous en avions 6 au 1er octobre 2023. Très bien, ça fonctionne bien. Voilà, qui est d'accord de ratifier, qui est pour, contre, abstention. Nous arrivons donc avant le huis clos aux questions orales d'actualité. Nous allons commencer par Monsieur Lambert. Nous vous écoutons, Monsieur Lambert. Oui. Mais donc, au nom du groupe écolo, je m'adresse aux membres du collège et plus particulièrement à Madame la bourgmestre et Messieurs et Madame les échevins des travaux, du développement rural et de la communication. Et donc, à cette mi-octobre 2024, les travaux de rénovation du bâti à Pontias viennent de débuter. Ils viennent d'ailleurs de débuter plus tôt que prévu, puisqu'ils étaient prévus en 2025, mais par surprise, ils ont commencé donc il y a un peu plus d'une semaine. Donc, nous en avons voté à l'unanimité le principe de budgétisation, et c'est parmi d'autres un important chantier onéreux qui mérite en proportion une véritable communication à la population. Même si nous, responsables communaux et les responsables du comité de quartier local d'ailleurs, sommes au courant de ce méga projet de réalisation, les travaux de réalisation qui viennent de commencer méritent une communication claire et précise, mais à ce jour, si ce n'est une page de publicité de l'entreprise n'en est, on ne voit pas d'information à la population. Information qui pourrait porter sur la durée des travaux, le coût total de ces travaux, le taux et le montant de subsidiation, pour quand ces travaux seront-ils finalisés, et la nature de ces travaux, ses finalités et ses fonctions, et notamment, c'est dans le projet, la préservation par rapport aux inondations. Et évidemment, dans cette communication, ne pas oublier non plus l'origine d'initiative de ce projet, qui est passé par le biais de la CLDR dans la consultation et le comité de quartier de Pontias. Et donc nous suggérons, afin d'associer la population bien fondée de ces travaux, de constituer un grand panneau communal de communication, reprenant la réponse aux questions que je viens de poser, à l'instar de ce qui se fait dans tous les projets de grands chantiers, qu'ils soient mobiliers, immobiliers ou routiers, et d'ailleurs qu'ils soient publics ou même privés. Donc ça nous semble important quand même de prévisualiser pour la population cette ampleur de travaux et l'investissement communal dans cette réalisation. Et cette suggestion de plan de communication vaut d'ailleurs pour tous les travaux à venir, nous semble-t-il, un panneau d'affichage si c'est un projet d'une ampleur suffisante et évidemment si ces travaux occasionnent, je vais dire, des agréments temporaires pour la population, une lettre ou une circulaire d'avertissement aux habitants proches et usagers serait sans doute utile. Je me permets, Madame la Présidente, de rajouter un paragraphe qui n'est pas dans mon texte, mais dont vous ne serez pas obligé d'y répondre, vous ne serez pas tenu d'y répondre aujourd'hui. Et donc, quand on voit l'ampleur des travaux et qu'on voit, je vais dire, la nature des travaux, à première vue, ce qui choque, c'est l'artificialisation des terrains en cours, quand on voit les bordures en béton, le revêtement, si ce sont des clinkers, etc. Donc, c'est une sorte
d'artificialisation, et donc quel est l'impact sur le ruissellement, surtout qu'en dessous sur les sentiers qui sont en train d'être créés, on y met une bâche en plastique, quoi. Et donc mon questionnement, je parle de questionnement, je ne parle pas encore de critique, mon questionnement porte sur ce degré d'artificialisation qui aurait un impact sur les inondations. Madame, Monsieur de Thiers, de vous répondre pour la première partie de votre question, celle qui était formulée Oui. et demandée pour aujourd'hui. Donc, les travaux, donc, nous avons eu la chance de voir qu'ils commençaient plus tôt, grâce à un trou dans le planning de l'entreprise qui devait les réaliser, ce qui va permettre un gain de temps substantiel et permettre d'accélérer la mise à disposition de la population de cet espace de convivialité dès le printemps, on espère. Donc le retour de la belle saison qui est la période où les gens vont pouvoir en profiter, ce qui va faire gagner tout simplement 1 an dans l'utilisation de cet espace. Concernant les panneaux, bon, en général c'est l'autorité subsidiante qui les met à disposition. Alors ici, ont-ils été avertis par la société donnée du début des travaux? En ont-ils prévu ou pas? On peut les interroger si vous voulez, mais en général, nous avons déjà communiqué via le bulletin communal, via des réunions avec la population au niveau local, justement dans le cadre de la gestion des inondations. On a toujours mis ce projet-là en avant pour la gestion On a eu un article dans le journal, les plans ont été consultés à de nombreuses reprises et ont été présentés aux riverains. Bon, nous envoyons systématiquement un courrier aux riverains quand les travaux vont impacter leur mobilité. Ici, ce n'est pas le cas puisqu'il s'agit de travaux sur une plaine, ça ne gêne pas, il n'y a pas d'emprise sur la voirie et je veux dire le quotidien des gens n'est pas impacté. Quelle était encore votre question? Mais voilà, en général, c'est notre manière de fonctionner. Maintenant, ici, on peut effectivement voir à remettre en avant le début des travaux par un article ici dans le prochain bulletin communal. Pourquoi pas, hein, se réjouir que les travaux commencent. Hein? Il est clôturé? Ah, déjà? Ok, donc ce ne sera pas dans le prochain. Oui, mais sur le site internet. Mais sur le site internet, voilà, on pourrait très bien leur communiquer sur la page Facebook et tout ça, se réjouir que les travaux ont débuté et en réexpliquer un peu les tenants et les aboutissants. Voilà, pour les panneaux, en général, c'est l'autorité subsidiante. Oui, toujours. Soit, vous voyez, la région wallonne, ou c'est toujours le pouvoir subsidiant qui met ces panneaux. D'ailleurs, vous avez le coq chaque fois. Sarah Schlitz. Oui, Sarah Schlitz qui met sur ses tracts ce qu'elle a fait, voilà. Mais voilà, maintenant au niveau des travaux, nous allons voir ça d'un peu plus près, mais évidemment la société exécute les travaux qui ont été définis dans le cahier des charges que nous avons voté tous à l'unanimité, donc je ne suppose qu'ils n'ajoutent rien d'autre. Non, et puis de toute façon, c'est un revêtement de toute façon en fond semi-perméable, et le clinker c'est considéré comme un revêtement perméable. Il n'y aura pas de tarmac, il n'y aura pas d'aller en béton. Maintenant, pour qu'un maximum de personnes puissent y avoir accès facilement, il se doit d'y avoir quand même certaines voies d'accès, certaines circulations à l'intérieur pour que les personnes à mobilité réduite puissent se déplacer facilement et profiter également de cette zone-là. Mais il n'y aura pas d'imperméabilisation complète du revêtement avec du tarmac ou avec du... Voilà. J'imaginais bien que ce ne sera pas du tarmac ni du béton, etc. C'est quand même un certain degré d'artificialisation, ça c'est clair. Hein. Mais relativement limité. Concernant la communication, c'est une prérogative de l'autorité subsidiante, oui. Hein. On peut en faire plus. J'ai laissé dire qu'une bâche électorale,
Ça ne coûtait pas si cher que ça coûte 50 €, paraît-il. Mais donc une bâche qui explique quand même la nature des travaux et qui fait quand même de la publicité aux initiatives de quartier, de la CLDR, de la commune, ça ne grève pas le budget. Hein. Oui, mais c'est pas la même caisse, mais- hein, Monsieur Lambert. C'est pas la même C'est caisse. pas la même caisse électorale. Non, mais Oui, d'accord. Heureusement, c'est pas la même voilà. caisse. Mais vous avez quand même sur le site, etc., des explications au niveau des projets. Et on a communiqué maintes fois par rapport à ce Je projet. n'en disconviens pas. Maintes fois, que ce soit même au niveau de la télévision bouquet, dans le précédent bulletin communal, avec les échéances, etc. Ce qu'on peut maintenant vraiment se réjouir, c'est que nous avons gagné 1 an. Et ça, c'est magnifique. Et c'est vrai qu'au moment où les travaux sont arrivés, c'est-à-dire 2-3 jours, franchement, avant les élections, nous avons décidé de ne pas le publier, je vais vous le dire, sur la page Facebook, parce que voilà, on voulait avoir le temps et se dire, ben voilà, ce projet, on n'en fait pas la publicité à 48 heures des élections. Les travaux avaient commencé, la société Nonet était là, et on trouvait que la population avait déjà reçu pas mal d'informations par rapport à ça. Maintenant, j'entends votre demande et je pense aussi qu'au niveau communication sur les travaux, oui, on peut toujours plus communiquer et nous retenons en tout cas ce que vous venez de dire et je pense que c'est pour bien ça certains mon travaux, intervention. c'est Pour oui, vous mais dire aussi j'entends très bien. bien sur les travaux à venir. Tout à fait, tout à fait. Ah bah. Merci. Ce serait mis d'enfer, Nelmont. Ils peuvent. Il paraît le mois prochain, monsieur Renaud. Nous allons donc passer maintenant aux questions de monsieur Renaud. Pour certaines, nous n'entrerons pas dans les détails puisque nous y avons déjà répondu à maintes reprises. Donc voilà. Mais nous vous écoutons, monsieur Renaud. Donc, la première question concernait l'eau de distribution à Fernelmont. Donc, nous savons tous que le ministre Copiters a confirmé qu'il y avait des problèmes de l'eau de distribution dans beaucoup de communes et qu'on ne se limitait malheureusement pas à la commune de Gièvre et d'autres communes aux alentours où là, les problèmes sont plus graves que initialement annoncés. Je voudrais vous signaler que ce matin, il y a également l'annonce d'une pollution, du polluant éternel TFA dans l'eau potable à Bruxelles, avec parfois des chiffres qui dépassent vraiment les montants, et Vivaqua annonce tout de suite, heureusement, qu'ils vont prendre des mesures pour essayer de limiter ces polluants. On n'a aucune information de la Société wallonne des eaux ici, puisque nous sommes servis par la SEDA. On n'a aucune information et nous pensions que ce serait quand même intéressant, soit que la commune obtienne des informations claires et précises de la SEDA, soit comme certaines communes l'ont fait, qu'elle essaye de faire quelques analyses. Bon, vous vous rappelez aussi qu'on avait fait, et vous étiez bien placé pour le savoir, on avait fait des analyses de l'air avec des panneaux qui avaient été placés près de l'école de Cordivodon, qui avaient malheureusement dévoilé qu'il y avait plus de pollution qu'on le pensait dans l'air. Bon, sans qu'on sache malheureusement d'ailleurs d'où cette pollution provenait. On a pris quelques mesures intéressantes au niveau de la commune et avec l'aide des agriculteurs, qu'on en remercie d'ailleurs. Mais voilà, donc je pense qu'ici, l'ensemble des concitoyens seraient rassurés si on pouvait avoir des informations plus précises et si on n'obtient pas d'informations plus précises de la Société wallonne des eaux, si la commune pouvait prendre l'initiative elle-même de faire des analyses. Et je le répète, comme plusieurs communes l'ont fait. Oui, monsieur De Thiers. Oui, voilà, donc nous avons des informations, on les a déjà communiquées. L'occasion donc de la crise d'Epifas, nous avons eu des informations de la SWDE nous signalant que pour les 2 zones de distribution
qui concerne la commune de Fernelmont. Pour rappel, les normes futures sont de 100 nanogrammes par litre. Pour les 2 zones de distribution sur Fernelmont, nous sommes en dessous de 1 nanogramme par litre. Et nous avons reçu pas plus tard que le 17 octobre un courrier sur les TFA dont vous faisiez allusion, pour lequel, bon, il n'y a pas encore de recommandations sanitaires, mais qui pour les 2 zones sont respectivement de 0,1 microgramme et 0,3 microgramme, ce qui fait que même additionné au PFAS totaux, on est encore largement en dessous des taux que l'on a cités dans les affaires et qui seront les taux repris, donc je rappelle 100 nanogrammes par litre. Alors maintenant, à moins que vous ne suspectiez une malversation, une fraude manifeste de la SWDE, nous n'avons pas raison de mettre en doute les chiffres qu'ils nous mettent et de faire des analyses par nous-mêmes. Voilà. Oui, mais ce n'est pas, je voudrais vous corriger, parce que ce n'est pas 100 nanogrammes. La norme européenne est de 500 nanogrammes. C'est pas la même chose. Encore plus, alors. C'est plus. 5 fois plus. Encore. Oui. Mais la norme future sera de 100, je pense. Non. La future norme européenne imposera de ne pas excéder les 500 nanogrammes par litre pour le total de phase. Voilà. Ici, nous, dans le courrier, voilà. Donc, c'est parfait. Dans le on est courrier, il est encore marqué 5 100. Hein. Voilà. Mais bon, je Dans- peux vous transférer le courrier. Dans les courriers qu'on a reçus, textuellement, la limite maximum pour la somme des 20 PFAS est de 100 nanogrammes par litre et elle reste d'application en parallèle de cette recommandation pour les TFA. Aujourd'hui, mais elle va passer à 500 Donc, au niveau de norme européenne. C'est formel. Mais donc, on est bien en deçà. On est encore bien en deçà. Merci, monsieur De Thiers. Monsieur Renaud, vous pouvez passer à la question 2. Merci. Bon, vous avez aussi lu les journaux. La SPAC est occupée à faire une recherche de ce qu'ils appellent les trous à crasse. Bon. Et au niveau de notre commune, il y a un trou à crasse qui existe à Ambraine. Ce trou à crasse a été recouvert de terre. Il a été planté et donc maintenant c'est un bois. C'est justement d'ailleurs ce que la SPAC dit, c'est que, bon, ça ne signifie pas, parce qu'il y a un bois qui pousse, qu'il n'y a pas de danger avec les contenants du trou à crasse. Donc pour moi, la seule chose qu'il faut faire à ce stade, c'est en tout cas informer officiellement la SPAC qui fait des recherches, qui a même mis un historien, c'est pas une blague, sur le projet pour essayer de retrouver sur les anciens plans, etc., les trous à crasse partout en Wallonie. Donc moi, ce que je suggère fortement, c'est qu'en tout cas la commune, au minimum, informe la SPAC de l'existence de cet endroit, ancien endroit où les gens jetaient leurs détritus du côté d'Ambraine, de Cordy-le-Bois-d'Homme, enfin. Puisque, en fait, qu'est-ce qui s'est passé en 76? Lors de la fusion des communes, Fernelmont a hérité de ce terrain communal qui appartenait à Cordy et qui appartient aujourd'hui donc à la commune de Fernelmont. Donc, je ne fais pas de panique quelconque, mais je demande simplement que l'on aide, dans ce cas-ci, la SPAC à savoir, et eux prendront leurs responsabilités, qu'il y a un endroit où on jetait les détritus à Ambraine, qui est aujourd'hui recouvert d'un bois. Vincent. Oui, voilà. Donc jusqu'à présent, dans la presse, nous n'avons pas encore été contactés par la SPAC. Et donc, effectivement, nous ne manquerons pas de leur signaler ce lieu-là, puisque vous nous l'avez rappelé qu'il existe. Maintenant, pour ne pas interférer avec leur plan, nous allons dans un premier temps attendre qu'ils nous contactent, parce que je présume qu'ils vont prendre contact logiquement avec toutes les communes pour savoir si nous avons des zones à déclarer. Si jamais ils ne prenaient pas contact, on leur enverra un courrier pour savoir où ils en sont dans leur recherche. Mais afin de ne pas interférer dans leur fonctionnement, on va attendre qu'ils nous contactent. Maintenant, voilà. N'importe quel conseiller communal
peut envoyer une petite lettre à la SPAC pour dire qu'il y en a un, et alors ils vous contacteront. Eh ben, Voilà, je crois que c'est plus constructif et plus rapide. mais voilà, mais c'est pour ne pas que l'information se perde, alors qu'ils ont peut-être mis en place une certaine démarche systématique. On va se renseigner et on verra un peu comment ils veulent collecter ces informations plutôt que par courrier qui risquerait de se perdre dans les méandres de leur administration. Ouais. Merci. Vous pouvez passer à la question 3, Monsieur Renotte. Bien, alors, non, en tout cas, beaucoup de personnes autour de la table connaissaient à l'époque l'entreprise Mati, qui a engendré pas mal de pollution au niveau de Cortil-Vaudan. Depuis lors, les choses ont évolué et il y a eu, dans le cadre d'une demande de permis qui est passée à la CLDR, etc., un accord qui était passé pour autant que ces terres ne soient pas exportées de Cortil-Vaudan. Alors, où en sont ces terres actuellement? Et ces terres ne devraient-elles quand même pas faire l'objet d'un traitement, puisque aujourd'hui, quand la commune creuse 5 cm de terre, non, j'exagère, pas 5 cm, mais 5000 kilos de terre, elle est obligée, et ça coûte énormément à la commune, de faire traiter les terres, etc., etc. Donc nous savons tous pertinemment, autour de la table, qu'il y a là des terres qui sont quand même fortement polluées, par des huiles, j'en passe des meilleurs. Bon, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Ou est-ce qu'on est totalement pieds et poings liés au passé, à une décision du passé? Monsieur Delatte va vous répondre, puisque c'est dans le cadre d'un permis. Voilà, donc Philippe, ça n'a pas été donc à la commune de déterminer si les terres polluées présentes sur l'ancien site Mati donc devaient faire l'objet d'un traitement ou non. Donc c'est un permis qui a été délivré par les fonctionnaires techniques et délégués en 2022, et il comprenait, cette étude comprenait déjà une étude de caractérisation, une étude d'orientation, ainsi qu'un plan d'assainissement des sols. Donc tout ça a été analysé donc par différents services de la région wallonne, dont les services assainissement des sols donc de la région wallonne, que suite à ces études, donc il a été constaté des pollutions du sol à différents degrés. Et en pratique, sur avis des différentes instances donc, de la région wallonne, donc la dépollution fera l'objet d'un traitement, comme tu l'as dit, in situ, superficiel des sols, préalablement à toute construction. Donc dans les faits, ça veut dire qu'il y aura un grattage de la couche superficielle du sol qui sera réutilisé pour l'aménagement des parkings, pour le sous-sol de l'aménagement des parkings et autres. Donc ça restera, donc toutes les terres qui sont polluées resteront à même la parcelle. Et par ailleurs, donc... Il y aura quand même un traitement. Et par ailleurs, donc, le volet eau souterraine du permis donc, avait démontré, vu la pollution des sols qui avait été donc, déterminée, avait démontré l'absence de dispersion donc, des différents polluants au niveau du sol. Et donc, comme je te l'ai dit précédemment, donc, ce n'est pas à nous de décider si les terres doivent être dépolluées ou traitées ou non. Voilà. C'est la région wallonne qui a pris ses responsabilités par rapport à ce dossier. Rappelons quand même que ce secteur a été, donc, sur décision du gouvernement wallon, une réaffectation donc, de la détermination du site, qui était un site industriel, qui est devenu un site à bâtir. D'ailleurs, aucune cave ne seront bâties. Il y a des conditions qui sont bien précisées dans le permis. Mais ce permis était octroyé par le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique. Hein. Voilà. Dernière question. J'ai bien compris pour la 4. Donc ma seule question au niveau de la 4 était pourquoi est-ce qu'on met gracieusement à disposition un terrain à quelqu'un qui l'utilise professionnellement? C'est une occupation à titre précaire, comme nous le faisons dans d'autres cas, tout simplement. Et je pense qu'à cet endroit, nous n'allons pas... Voilà, parce que je pense que certaines données sont plutôt à traiter en huis clos. Nous avons déjà répondu à votre question. Voilà. Et
Monsieur Delatte, tu vas Non, mais voulais ajouter autre chose. le permis est en cours d'instruction. Voilà. Ça, je m'en fous. Ça, on te l'a dit la fois passée, hein, donc le permis est en cours d'instruction. Il y aura une analyse, le permis va suivre son cours, je vais dire. Au bout, il y aura une analyse par rapport à ça, et on verra ce qu'il y a lieu de faire par rapport à l'occupation du sol, si elle continue ou pas, hein, voilà, tout simplement. Parce que, bon, ma question était simplement, à partir du moment, et je parle de façon générale, quelqu'un occupe professionnellement un terrain qui appartient à la commune, il me paraissait normal qu'il y ait évidemment un loyer, même minime, mais un vrai loyer qui soit payé. On n'a pas, je dirais, c'est pas normal qu'une commune, je dirais, accepte de mettre gracieusement à disposition de quelqu'un qui exerce une profession, quelle qu'elle soit. Nous ne parlons pas de profession, déjà. C'est une mise à disposition à titre précaire. Et cette disposition à titre précaire peut être prise à tout moment. Voilà, et nous sommes en train d'analyser la situation. Oui, Nous sommes en train d'analyser la situation de manière globale. vous me l'aviez très Voilà. bien expliqué. Tout à J'ai fait. demandé d'ailleurs que je C'est sois fait. inscrit dans le PV et je remercie la directrice générale de m'avoir répondu positivement. Tout à fait. Voilà, merci Monsieur Renotte. Nous allons pouvoir... Il n'y a pas le PV, je vais demander le PV. Non. Il n'y a plus de questions. Hein. Je pense que nous avons épuisé l'ordre du jour. Voilà. Voilà, mais donc je vais prononcer le huis clos. C'était assez court aujourd'hui. Merci au public présent et aussi derrière l'écran. Je vous souhaite une très belle soirée. À très bientôt.